Bloc paravertébral, c'était un peu le thème que j'avais abordé ça fait en 2008, je pense. Et puis, je voulais trouver un accès avec l'ultrason dans l'espace paravertébral. Et puis, c'était pas facile. Et puis, après une étude, il y a une autre qui a suivi, puis encore une autre qui a suivi, puis encore une autre qui a suivi, parce qu'on a eu tellement de problèmes avec ce bloc paravertébral. Et puis, j'espère que maintenant, on aura la bonne solution. Je dois aussi dire que j'ai des conflits d'intérêts, c'est le Payung ou bien Camida ici en France, parce que j'ai une coopération avec eux. Donc tout ce que je vous dis, il faut avoir ça en arrière-tête, que j'ai peut-être aussi des liens qui influencent mon opinion. Alors, je voulais vous parler du bloc paravertébral pour la chirurgie mammaire. Ensuite, le bloc paravertébral pour la chirurgie thoracique, il y a une différence. Et puis après, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais entendu, c'est les infusions extrapleurales. Et puis on va aussi un petit peu regarder l'anatomie et puis l'histoire des cathéters en queue de cochon. Et puis je vais aussi montrer différents accès par ultrason. Commençons par la chirurgie mammaire. C'était la première publication dans ce domaine d'une équipe qui vient d'Amérique du Nord, North Carolina. C'est Christina Weltz, elle a l'idée de faire un bloc paravertébral parce que les patients, bien les patientes ne pouvaient pas rentrer le jour même après l'opération. Donc ils avaient un problème à cause des nausées et des vomissements. Alors ils avaient cherché une méthode d'anesthésie régionale pour voir si c'est possible de les faire rentrer à la maison le jour même de l'opération. Donc c'était purement économique à l'époque l'approche qu'ils ont eue. Et puis, ce qu'ils avaient vu dans cette première étude, c'était que c'était possible de faire un bloc paravertébral au lieu d'une anesthésie générale, et que vu qu'ils avaient moins de douleur et puis qu'ils n'avaient pas besoin d'OPAC, et puis surtout les Américains, ils n'emploient que du gaz, donc ils ne font pas d'intraveineuse totale, bien rarement, surtout à l'époque. Il y a moins de nausées, vomissements, et puis c'est la raison pour laquelle les patientes peuvent rentrer à la maison. Ce qu'ils avaient employé comme technique, on avait entendu avant, ils avaient, comme il l'a fait Vincent Chan, ils avaient employé une technique, comme ils appellent, multi-level single shot. Donc, ils avaient piqué à plusieurs niveaux, et puis ils n'ont pas employé de cathéter. Il faut juste garder ça en arrière-tête pour la suite de la présentation. Depuis, il y a beaucoup de temps qui a passé, puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau paravertébral, chirurgie mammaire, et puis maintenant on a, depuis 2010, on a cette méta-analyse qui rassemble toutes ces études pour voir les effets du bloc paravertébral. Je voudrais bien vous parler de cette méta-analyse qui vaut la peine de lire. Donc c'était 15 études randomisées, contrôlées, qui ont été incluses dans cette méta-analyse. Ça fait que c'était des données de 900 ou bien 877 femmes. Et bon, dans les méta-analyses, c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est difficile de comparer les études. Toutes les études sont un petit peu différentes. Et puis là, ce qu'ils avaient, comme on a deux groupes principaux d'études, il y a les études où ils ont fait un bloc paravertébral uniquement comparé à l'anesthésie générale, et puis il y a aussi d'autres études où on a fait le bloc paravertébral plus l'anesthésie générale comparé à l'anesthésie générale seule. Leur conclusion, pour les douleurs, c'est mieux d'avoir le bloc paravertébral, soit seul ou bien en combiné avec l'anesthésie générale. Et puis, c'est mieux parce qu'on a moins d'effets secondaires et d'effets néfastes dus aux opiacés. On voit ici la différence, c'est le pooled data analysis. On voit que tout parle au fait en faveur de faire le bloc paravertébral, et puis il faut se poser la question pourquoi on ne le fait pas. Quand on va voir les études en détail, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les analyses de sous-groupes, il y a des meilleurs résultats à point de vue antalgie dans les études où ils ont employé un multi-level approach, donc où ils ont fait plusieurs ponctions à plusieurs niveaux, comparé à seulement une ponction. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce que moi j'étais un petit peu cherché dans ces études aussi,
il y a eu justement des études où ils ont fait que le bloc paravertébral comparé à l'anesthésie générale. Il y a eu des études où ils ont employé un cathéter plus anesthésie générale comparé à l'anesthésie générale, mais il n'y a pas eu d'études où ils ont fait un cathéter sans anesthésie générale. Donc, avec un cathéter, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est possible de faire juste la chirurgie avec un cathéter. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de cathéter? Est-ce que c'est peut-être plus difficile d'avoir une bonne anesthésie, une anesthésie régionale complète pour faire l'opération? Ou bien est-ce qu'il y a un problème avec les cathéters? Il faut juste aussi garder ça en arrière-mémoire pour voir la suite. On tourne la page et on regarde le bloc paravertébral pour la chirurgie thoracique. Alors, qu'est-ce qui est différent avec la chirurgie thoracique? On sait que, comparé à la glande mammaire, les douleurs après l'opération sont beaucoup plus fortes, plus intenses, parce que on passe entre les côtes, et une fois que les côtes ont été bougées et puis l'idée, ça reste douloureux, et comparé à un bras ou bien un pied, on peut mettre un plâtre pour immobiliser, pour couper les douleurs. Alors, il faut avoir quelque chose qui marche bien. Après, avec la chirurgie thoracique, on a beaucoup de lésions des nerfs intercostaux, soit parce qu'il y a une résection des côtes, bon, ce qui est assez plus rare, ou bien par le rétracteur, il y a une lésion du nerf intercostal, et puis ça mène à une douleur neurogénique. Et puis ces douleurs, ils sont très très difficiles à traiter avec les opiacés, ou bien il faut donner beaucoup d'opiacés, tellement d'opiacés qu'après il y a des effets néfastes, et le patient il peut avoir des problèmes. Donc la solution pour la chirurgie thoracique, il faut avoir une anesthésie régionale, et puis il faut avoir une anesthésie régionale en continu, parce qu'il faut maintenir pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ces douleurs atroces partent. Maintenant, il faut se poser aussi la question, est-ce que je vais mettre un cathéter épidural ou bien est-ce que je vais mettre un cathéter paravertébral? Et ces études ont déjà été faites. Je vous présente la première, c'est aussi une méta-analyse de Davis. Dans cette méta-analyse, ils ont inclus uniquement des patients, bien des études où les patients ils ont eu une thoracotomie, et uniquement des études où ils ont comparé le bloc paravertébral avec le bloc épidural par un cathéter. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment ce qu'on veut savoir. Ici les résultats après 48 heures. Donc c'est vraiment l'effet du cathéter, ce n'est pas l'effet de la première injection. Après 48 heures, si on compare le bloc paravertébral en continu avec ce qu'on appelle le gold standard, avec l'épidural, c'est équivalent. Ce qui est intéressant. Par contre, si on regarde les effets secondaires, tout parle en faveur du bloc paravertébral. Il y a moins de rétention urinaire, il y a moins d'hypotension, il y a moins de nausées et vomissements. Donc, au fait, quand on voit cette méta-analyse, toutes ces études qui ont été faites, on doit dire pourquoi on ne fait pas seulement le bloc paravertébral. Mais de nouveau, c'est comme avec la première méta-analyse, il faut toujours aller voir le détail. Maintenant, leur conclusion, c'est qu'au fait, ils disent, si vous avez une contre-indication de faire un bloc épidural, pensez à faire le bloc paravertébral. Donc, contre-indication, c'est ce qui est marqué ici, coagulopathie, tout ça. Puis là, les Américains, ils aiment bien mettre un red flag. Il faut faire attention quand on lit ces conclusions. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces études. Il faut aller voir en détail. Et puis, c'est ce qu'on va faire maintenant. On regarde tous ces... Je sais que vous ne pouvez pas lire toutes ces études qui ont été incluses. Et puis, partout, on voit, c'est marqué, je vous agrandis un peu, le cathéter a été placé par le chirurgien. Alors, c'est quoi ça? Nous, on est anesthésistes, et puis c'est pas le chirurgien qui doit placer nos cathéters. Alors, ce que c'est ce qu'on appelle les infusions extrapolaires. C'est très, très populaire en Angleterre et puis aussi en Australie. Et puis, ça a été aussi décrit par ces Anglais. Et puis, ce qui est étonnant, c'est justement, ça a été publié dans un journal de chirurgie thoracique. Donc, c'est
un journal pour des chirurgiens, fait par des chirurgiens. Et ils ont, la première étude, ou bien la première description de cette technique, c'est le bloc intercostal en continu, mais on le trouve aussi sous le nom d'infusion extrapleurale. Et puis, une année plus tard, du même groupe, ils ont montré un petit croquis de ce qu'ils font. Alors, ce qu'ils font, c'est que, ça c'est la vue du chirurgien, donc la vue quand il rentre dans le thorax. Et, je sais pas si ça marche là. Alors, ils font un petit trou dans la plèvre pariétale, et puis ils poussent le cathéter sous vision, ils le poussent en haut le long de la colonne vertébrale, et puis pour eux, c'est le bloc paravertébral. Mais il ne faut pas comparer avec le bloc paravertébral qu'on fait nous. Moi, j'emploie assez souvent, justement, quand j'ai des problèmes de coagulopathie, si j'ai une contre-indication, je montre ce petit croquis au chirurgien. Et puis le chirurgien, il va voir, il dit, ah ouais, ça a été publié dans un journal de chirurgie, donc ça doit être bien. C'est pas un anesthésiste qui a décrit. Il regarde le petit croquis. Et puis il fait le cathéter, comme ça, il arrive à le placer. Et puis ça marche vraiment bien. Hein. Ça marche super bien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où exactement est-ce que les médicaments se diffusent. Alors, si on voit cette image ici, on voit que ce n'est pas la saucisse qu'on attend quand on voit le bloc paravertébral, quand nous on le fait, c'est plutôt un petit peu plus en latéral, et puis c'est plutôt un nuage qui va se placer sous la plèvre pariétale. Et puis ça aide beaucoup parce qu'il y a tous les nerfs intercostaux qui passent, et puis ça les bloque, et ça fait vraiment une anesthésie unilatérale qui est assez dense. Donc, parfait. Il n'y a pas de rétention urinaire parce qu'on est bien loin de la chaîne des nerfs sympathétiques. Est-ce que c'est possible que nous, anesthésistes, on ait les mêmes résultats que le chirurgien pour faire l'anesthésie? Là, il y a une seule étude que j'ai trouvée où ils ont comparé le bloc paravertébral en continu, placé cette fois par l'anesthésiste, comparé au bloc épidural, c'était pour une cholecystectomie, et puis le résultat de cette étude montre qu'au fait, le bloc épidural, il est meilleur que le bloc paravertébral. Alors il faut... Et puis d'autres résultats, si on va un petit peu chercher dans les littératures, il y a beaucoup de conflits maintenant. Est-ce que le bloc paravertébral, il est bien, il est meilleur que le bloc épidural? On ne sait pas vraiment. Il faut demander aux experts, et puis là, il y a Stephen Hill qui est expert parce qu'il fait très beaucoup. C'était justement le premier centre en Amérique du Nord qui faisait le bloc paravertébral pour la chirurgie mammaire. L'opinion de Stephen Hill, c'est que s'il emploie un cathéter, ou bien s'il fait seulement son bloc à un niveau, l'extension, c'est aussi ce qu'on a vu dans le papier de Van Hofer, et puis c'est aussi ce qu'on a vu dans le papier de Vincent Chen qui a été présenté avant. L'extension est très variable, surtout avec un cathéter. Alors maintenant, on sait que l'approche à plusieurs niveaux est meilleure que l'approche à un seul niveau, et puis il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est mieux de faire une approche à plusieurs niveaux? La première question à aller chercher et puis à trouver la réponse. La deuxième question, c'est pourquoi ça ne marche pas bien avec les cathéters? Ça marche très bien à l'injection simple, mais ça ne marche pas bien avec les cathéters. Est-ce qu'on a un problème avec les cathéters? On a abordé la question. Alors, on va d'abord un petit peu regarder l'anatomie. Donc, vous connaissez tous l'anatomie, c'est la limite antérieure, c'est la plèvre pariétale, la limite postérieure, c'est la structure osseuse de la colonne vertébrale, ou bien de la côte avec le ligament costotransverse supérieur. Et puis au milieu, on n'a pas de limite, là, ça rentre directement dans l'espace épidural. Hop là, c'est comme ça. C'est pas mon ordinateur. Il faut juste annuler. Ou bien. Voilà. On voit, ou bien aussi le vertebral body, la vertèbre. Alors, si on voit le scan, on voit que c'est un scan sur un cadavre. Hein. On voit exactement la même limite ici. C'est un très grand espace. Hein. On regarde aussi à ce niveau ici. Si je fais une coupe ici,
on a un très très grand espace paravertébral. C'est facile d'accéder avec l'ultrason, bien même à l'aveugle, c'est facile de piquer là-dedans, c'est tellement grand. Par contre, si on regardait un niveau plus haut ou bien plus bas, il n'y a plus d'espace. Alors, c'est ça le problème du bloc paravertébral, c'est que c'est un espace paravertébral qui est énorme, mais qui est coupé en haut et en bas. Et puis il faut avoir une diffusion qui monte et qui descend. Alors ce qu'ils font les chirurgiens, quand ils placent leur cathéter en sous pleural, il n'y a pas de limite. Ça diffuse en sous pleural. Mais quand nous on place nos cathéters ici, ou bien on injecte ici, c'est difficile d'avoir une bonne distribution. Maintenant, ça, ce serait en fait la distribution idéale. On voit la langue saucisse le long de la colonne vertébrale. Il faut toujours voir le cliché en latéral aussi. Si on regarde le cliché en latéral ici, une super bonne distribution. J'ai réussi à avoir ça une seule fois. Sinon, ça ne marche jamais. Ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il faut regarder aussi toujours le cliché latéral, parce que sur toutes les études que j'ai trouvées des années 70, 80, on voit toujours cette belle saucisse-là sur le plan antéro-postérieur, mais il manque toujours le plan latéral. Et ce qu'on voit ici, c'est que le cathéter, dans ce cas-là, il était vraiment dans le muscle. Il n'était pas dans l'espace paravertébral. Par contre, si on regarde que ça, on a l'impression que c'est parfait. Et puis des fois, le patient, il n'a pas de douleur. On verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces cathéters? On a essayé d'aller chercher ça dans une étude cadavre, et puis on a essayé de documenter quand on place l'aiguille dans l'espace paravertébral. On a documenté ça avec un CT scan. Ensuite, on a placé le cathéter, et puis on a aussi documenté avec un CT scan. Et puis, ce qu'on a trouvé comme problème avec le cathéter, puis je pense que ce n'est pas seulement un problème pour le bloc paravertébral, c'est un problème pour tous nos cathéters quand on fait des blocs en continu des nerfs périphériques. On a toujours une discrépance massive entre la position initiale de l'aiguille et la position finale du cathéter. Parce que quand on pousse un cathéter, le cathéter, il va aller le chemin de la moindre résistance. Alors on a un petit peu regardé ça justement pour le bloc paravertébral. Ça c'est au fait ici notre espace paravertébral comme on l'a défini avant. Une fois qu'il y a l'aiguille qui est ici, eh ben, le cathéter il va très très souvent aller se placer en prévertébral, là où il ne sert pas grand chose. Et ce qui est inquiétant aussi, suivant l'accès avec l'aiguille, si on fait un accès comme ça, le cathéter va très souvent aller en épidural. On avait fait la première étude qu'on avait fait au niveau du bloc paravertébral, on avait cherché un accès par ultrason. Notre accès était comme ça parce qu'on avait positionné la sonde dans une position oblique pour voir le ligament costo-transverse supérieur. C'était notre landmark avec l'ultrason. On avait plein de cathéters qui s'étaient placés en épidural. Puis c'est important de savoir ça parce que je vous ai dit avant, le red flag, quand vous ne ferez pas un bloc épidural parce que vous avez des soucis à cause de la coagulopathie, à cause de l'infection, ou bien si vous avez un doute de faire un bloc épidural, il faudrait penser qu'il faut aussi avoir un doute de faire un bloc paravertébral parce que votre cathéter va souvent aller se placer là, dans l'espace épidural. Donc voilà ce qui se passe avec les cathéters. Ça, c'est juste pour vous montrer, parce que par hasard, on avait les deux cathéters sur une coupe. On a ici l'aiguille qui est placée dans l'espace paravertébral. Je place toujours les aiguilles assez en postérieur parce que je ne voulais pas piquer dans le nerf. Et après, on a poussé le cathéter, et puis voilà, le cathéter, son emplacement final, dans ce cas-là, il est là. Puis dans l'autre cas, il est là. Et puis là, c'est pas là où on veut avoir les cathéters. C'est pas du tout là. Au fait, on dirait que c'est un autre patient, mais c'est le même patient, parce que l'aiguille, elle est en forme de tourie, le cathéter, elle est un petit peu monté. C'est pour ça que la coupe, elle est un petit peu supérieure ici à là. Maintenant, si on fait des études de contraste, on prend presque les mêmes cathéters. Alors, on a des fois un cathéter qui va se placer
en intercostal. Après, on voit que la distribution de l'anesthésie locale ou bien justement du produit contraste est assez limitée vers le haut et le bas, à part ici, peut-être. Bon, c'était pas beaucoup de contraste, et puis il faut toujours voir que c'est une différence entre le cadavre et puis le vivant. Et ici aussi, on voit que ce cathéter il a été placé en prévertébral, et en prévertébral, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant quand même, si je fais une coupe maintenant ici, cette coupe-là, ça correspond à ça. On voit ici beaucoup de... Bon, le problème du cathéter, il est là, beaucoup de solutions de contraste ici. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est on voit dans l'espace paravertébral, on voit la solution de contraste. On voit un petit peu dans le muscle, dans le faux filet, et on voit un peu en épidural. Maintenant, ça c'était une étude sur des cadavres, alors maintenant il fallait encore faire une étude clinique. Quand on voit des résultats comme ça, il faut confirmer avec une étude clinique. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a fait cette étude prospective à l'université de Berne. On avait pris, parce qu'on fait toujours les cathéters paravertébrales pour les VATS, donc la chirurgie thoracique par c'est les vidéothoracoscopies. Et en post-opératif, quand le patient était endormi, on a passé le cathéter paravertébral. Et puis on a employé la technique loss of resistance, parce qu'on s'est dit on ne va pas aller avec une nouvelle technique avec l'ultrason, parce que sinon il y a beaucoup qui vont dire oui, mais nous on fait autrement avec l'ultrason, nous on va avec cet accès-là, il y a plusieurs accès, on voit dans le livre d'Eric Eisenberg, il y a plein d'accès différents, il y a plein de différentes techniques, et puis dès qu'on prend une autre technique, on va être critiqué. C'est pour ça qu'on a pris le gold standard de l'époque, on a pris la loss of resistance. On a placé le cathéter, après on a injecté la solution de contraste, on a fait la fluoroscopie dans 2 plans, et après on a chargé le cathéter avec le médicament, avec l'anesthésie locale, et puis on a évalué le bloc 2 heures après, quand le patient était bien réveillé, et puis il pouvait nous dire où c'est que ça, qui sentait moins. Alors ouais, c'est une petite étude quand même, hein. On a eu 30 patients, et puis là je vous montre déjà les résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait 30% des cathéters qui étaient mal placés au fait, et puis 70% des cathéters qui étaient bien placés. Donc il y a une partie des cathéters qui sont mal placés parce que c'était une technique qui n'est pas facile. Le loss of resistance, quand on passe les muscles, là, il y a beaucoup de fascie dans ces muscles-là. Puis dès qu'on passe un fascia, on a un loss of resistance. Et puis la probabilité qu'on prend le faux loss of resistance est grande qu'on place après le cathéter dans le muscle. C'est arrivé assez souvent. Et puis ce n'étaient pas des débutants qui avaient placé les cathéters. Mais après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est dans le follow-up de ces cathéters qui étaient mal placés, il y avait quand même la plupart qui avaient une bonne analgésie, qui avaient un bon effet. C'est étonnant quand même. Et puis, ce qu'on voit aussi ici, c'est qu'il y avait des cathéters qui étaient bien placés d'après les opacifications, mais il y avait quand même 2-3 qui n'avaient pas marché. Alors, je vous montre un petit peu les résultats en détail. Ça, c'est, je vous ai déjà montré, hein, c'est là, avec le cathéter, il était placé sous la plèvre pariétale. Ça, c'est une bonne opacité. Ça, quand vous avez ça, vous savez que le bloc sera bien. C'est le patient 23. On va chercher ici le patient 23. Ici, il était extrapleural latéral. Il avait un bon bloc et puis une bonne analgésie. On a celui qu'on avait ici déjà vu, hein, le patient numéro 2. Et ça, c'est assez étonnant. Hein. Le cathéter était dans le muscle. Patient numéro 2. Une belle extension. On ne voit plus. Hein. Voilà, une belle extension dans le muscle. Pas d'effet quand on teste au pinprick, mais il n'avait pas de douleur non plus. Donc on ne sait pas exactement, parce que ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on prend un autre cathéter qui est dans le muscle. On avait aussi des cathéters qui étaient mal placés, où ils avaient un bon niveau. Donc ce qu'on voit aussi avec la solution de contraste n'est pas toujours
ce qui arrive, ou bien on ne peut pas toujours conclure d'après la distribution où le médicament il va aller diffuser et puis où il aura son effet. On a aussi eu des patients où c'était dans le muscle et qui avaient pratiquement une extension comme une péridurale. Pour juste un autre exemple, ça c'est au fait ce qui arrive le plus souvent, on a l'impression que le cathéter il est bien placé, puis là il est aussi bien placé d'après notre idée, et on voit que c'est en paravertébral, on voit ici aussi c'est du paravertébral, c'est pas dans le muscle, il y a une petite diffusion intercostale, c'était le patient 19, on voit ici sur le patient 19 qu'il avait un... Il avait un effet insuffisant. Donc vraiment, on a un problème avec ces cathéters paravertébrales. On a conclu que, en fait, il y a beaucoup de cathéters qui n'atterrissent pas là où on les veut. Donc on a un petit peu confirmé aussi ce qu'on a vu sur les cadavres, on a aussi confirmé ça sur les patients. Et puis, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on a cette discrépance entre des cathéters qui sont bien placés avec une mauvaise anesthésie et puis des cathéters qui sont vraiment mal placés qui ont une bonne anesthésie. Tout ça, ça a été décrit dans l'anesthésiste et puis vous ne devez pas lire l'étude, ça ne vaut pas la peine, mais ça vaut la peine de lire l'éditorial parce que c'est vraiment bien écrit puis ça rassemble un peu tout ce qui a été fait sur le travail avec le bloc paravertébral. Mais ce qu'on peut conclure maintenant, c'est qu'on a un problème avec le cathéter paravertébral. Et puis il faut avoir une solution. Puis la solution, si on regarde ces images ici, elle est assez claire. Il faut juste regarder 2-3 fois là-dessus, on voit l'aiguille ici, le cathéter là-bas, il faut avoir un cathéter qui reste sur place. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de fait trouver un cathéter comme ils existent déjà, hein, ça c'est un cathéter urologique, de prendre ces cathéters urologiques et puis de les mettre dans l'espace paravertébral. Puis heureusement qu'on a eu ces cathéters urologiques qu'on a pu placer, on les a placés dans l'espace paravertébral et puis on voit qu'on n'a plus cette discrépance entre la position de l'aiguille et puis la position finale du cathéter, ça n'existe plus le problème. On a aussi fait cette étude sur le nerf sciatique, aussi sur des cadavres, on a passé 3-4 cathéters sur les nerfs sciatiques des deux côtés, on a fait des images comme ça. Puis avec les résultats de ces images, j'ai été voir une entreprise, donc justement Payonk, et puis ils étaient d'accord de produire le cathéter d'après ce modèle ici. Ce qu'il faut dire, c'est que j'étais cherché déjà, quand j'avais l'idée de faire le cathéter en colle, j'étais frappé à la porte des entreprises qui produisent les cathéters, il n'y avait personne qui était intéressé de le faire. Et puis il faut des fois aussi montrer dans une étude que ça pourrait marcher, et quand on voit que les résultats des études, ils sont tout de suite d'accord d'essayer un truc. Alors voilà, maintenant il existe ce cathéter, vous le connaissez déjà aussi en France, je pense qu'on le vend dans tout le monde, sauf le Japon. Le Japon, la régularisation est assez difficile, d'après ce que j'ai entendu dire. Alors voilà, c'est la première conclusion. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Alors on sait que si vous voulez avoir un bloc efficace, surtout pour la chirurgie mammaire, je conseillerais, comme mes collègues de Canada et puis d'Autriche, de faire une approche à single shot plusieurs niveaux. Si vous voulez faire, pour la chirurgie thoracique, si vous avez une contre-indication de placer un cathéter épidural, demandez au chirurgien de placer le cathéter paravertébral, ne le faites pas vous, parce que le chirurgien il peut le placer sous vision. J'ai encore jamais fait ça pour une thoracoscopie, mais pour les thoracotomies, ça ne marche pas assez bien. Et puis, moi, personnellement, je conseille de prendre l'ultrason pour accéder à l'espace paravertébral, parce que la technique loss of resistance elle est difficile due aux fascies des muscles, et le cathéter en forme de queue de cochon ou bien coed catheter, on verra dans le futur si ça marche. J'ai pas encore fait d'études, donc vous pouvez tous faire une étude si vous voulez, et on verra les résultats. Hein. Maintenant, je vais quand même vous parler un peu de l'ultrason, hein, comment on place ces aiguilles dans l'espace paravertébral. Alors, si on regarde la colonne vertébrale, c'est assez facile à comprendre en fait, mais il faut comprendre. Ce qui est difficile, c'est quand on a les modèles, il manque toujours les côtes. Maintenant, si je place ma sonde ici, par exemple, voilà là,
Alors, qu'est-ce qu'on aura comme image? On aura cette image ici, on a l'image correspondante avec la coupe du CT, et puis l'image de l'ultrason. Ce qu'on voit, c'est le processus épineux, facile à reconnaître. Après, on a ici, ça descend là, et puis ça remonte. Puis ce qu'on voit là, c'est le processus transverse. Ça descend ici, ça monte, le processus transverse. Ça, c'est la plèvre. Juste pour ouvrir une petite parenthèse, je ne sais pas ceux qui font, on pourra discuter plus tard, mais ceux qui font le bloc épidural avec l'ultrason, quand c'est vraiment difficile de trouver ou bien de palper la colonne vertébrale, je prends l'ultrason, je fais exactement cette coupe, et puis après, je place mon aiguille ici dans la plus grosse dépression. Puis après, j'enlève l'ultrason, et puis c'est facile après de trouver le trou, parce que c'est juste un petit peu latéral, un petit peu plus céphalique. Alors, ça, si vous connaissez cette coupe ici, ça vous aide vraiment beaucoup pour l'approche péridurale. Mais parlons du paravertébral maintenant. Alors, on peut, ici, ça c'est l'extrémité externe de l'espace paravertébral. On peut faire une approche comme ça, en out of plane. C'est ce que Peter Marhofer a publié. C'est ce que lui propose, comment on peut accéder à l'espace paravertébral. Je trouve que c'est un petit peu difficile parce que c'est du out of plane, et puis parce qu'on est vraiment proche de la plèvre, et puis bon, si c'est pour une chirurgie thoracique, on n'a pas de souci, après les drains thoraciques, il n'y a rien qui peut se passer, mais c'est pour une chirurgie mammaire, ce serait quand même pas bien de piquer dans le poumon. Ici, on voit, il faut aller en hydrolocalisation, puis on voit quand on a l'aiguille qui est bien placée, on a le poumon qui est poussé vers le bas, et puis le médicament qui va partir, tac, ici, comme ça. Alors ça, c'est en fait la preuve qu'on est bien placé. On peut aussi faire, pour ceux qui préfèrent, une approche en in-plane. En fait, c'est intéressant parce que c'est les Américains surtout qui font du in-plane, et puis l'école viennoise, c'était tout en out of plane, et puis c'était un petit peu des discussions, est-ce que c'est mieux de faire du out of plane et du in-plane, et puis c'est pour ça qu'il y a deux approches qui sont décrites. Je pense que nous, les Suisses, on est un petit peu entre les deux. Il y a des blocs qu'on fait avec un in-plane et puis out of plane. Je pense que les Français, c'est la même chose. Hein. C'est là où ça va mieux, on fait du out of plane, et puis là, c'est mieux du in-plane. Ça, c'est Alon Benari qui a publié cette approche, et puis je pense qu'avant lui, il y avait encore Ara. C'est juste Ara qui avait publié ça comme lettre, ou bien un congrès l'avait présenté. C'était au fait le premier qui avait pris l'ultrason pour faire le bloc paravertébral. Il y a aussi Rennes qui avait publié cette approche. Maintenant, l'approche que moi je préfère faire, et puis ce que j'ai entendu parler hier, c'est Eric qui préfère aussi cette approche, c'est une approche totalement différente. Pourquoi il faudrait aller piquer là où l'espace il est très petit, quand l'espace ici il est très grand? Alors, si je place ma sonde ici, on connaît maintenant la coupe, hein, processus épineux, processus transverse, le poumon et puis un petit peu d'espace paravertébral. Maintenant, on descend un petit peu la sonde, on va la placer entre deux processus transverses, et puis après on peut regarder dedans, puis on peut regarder ici cet énorme espace paravertébral, et puis c'est beaucoup plus facile de rentrer avec l'aiguille là-dedans. Alors l'approche que personnellement je préfère faire, je viens un petit peu depuis ici, hein, je vais un petit peu en latéral, et puis je cherche le contact avec l'os, parce que c'est ce que je connais quand je fais une péridurale, je cherche d'abord le contact avec l'os. Alors c'est exactement le même contact au fait, ça me rassure un peu. Puis après, au lieu de partir vers le centre, vers le haut pour faire l'épidurale, ben, je fais le contraire, je pars vers le latéral, puis vers le bas, et puis après on tombe dedans, là, et puis il n'y a pas grand risque d'aller trop loin, parce qu'il y a 1 ou 2 cm de réserve, là le poumon il descend comme ça. Et puis on peut injecter, quand on injecte ici, on est justement dans le muscle, là, on a discuté hier soir, le faux filet. Alors on voit que la distribution est là-dedans, et par contre quand on rentre dans l'espace paravertébral, l'injection, on verra la distribution ici. Ce qui est intéressant, c'est que le ligament costo-transverse supérieur, moi j'ai vraiment de la peine à le trouver toujours, parce qu'il part un petit peu, il est un petit peu
il est en oblique, si vous voulez, le ligament costo-transverse supérieur. C'est pour ça qu'on ne le voit pas bien avec l'ultrason. Mais on sait au moins que le ligament, il est ici où la lame, ou bien le processus articulaire inférieur, donc dans le livre d'Eric, c'est écrit la lame, la vertèbre, le ligament il est toujours ici. Mais on ne le voit pas, puis des fois on le sent, puis des fois on ne le sent pas. Mais quand on rentre là, on injecte, il y a la distribution, puis on voit tout de suite qu'on est bien placé. J'ai un petit peu horreur avec des petits films, j'étais étonné de voir comme ça marche bien. Alors je n'ai pas fait un film, mais si vous voulez voir les films, c'est décrit sur cette page de Autosoundblock, c'est sans S à la fin, .com. C'est un site d'un Nouvelle-Zélande et puis il est vraiment bien fait. Il y a tous les blocs qui sont décrits, je trouve super bien. Et puis je vous conseille naturellement aussi de prendre le livre d'Eric Eisenberg parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et puis c'est des belles images qui sont bien descrites. L'avantage du site là, c'est qu'on voit les vidéos. Voilà, alors j'ai une question à la fin. Vous savez qu'est-ce que c'est comme montagne ici? Vous pouvez crier. Vous savez qu'est-ce que c'est ça comme montagne? C'est aussi le Cervin. Ça, c'est le Cervin vu de la Suisse, et puis ça, c'est le Cervin vu de l'Italie. Et puis, on dirait que c'est une autre montagne. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et puis, ce que je veux aussi un peu vous dire maintenant, ça dépend toujours d'où on regarde le problème. C'est toujours une question d'opinion et de vue. Puis, moi, je vous ai maintenant dit mon opinion sur le bloc paravertébral, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres opinions et puis qu'on peut voir les choses totalement différentes. Alors, on pourra discuter pendant les ateliers et puis on peut aussi discuter maintenant. Merci. Première question, j'aimerais savoir qui fait du paravertébral. C'est immense, c'est déjà très bien. Paul, tu as une petite question? Quand on regarde vos résultats, on a l'impression que quand le cathéter est mis dans l'espace musculaire, on a toujours une bonne analgésie. Les 5 cas qui sont présentés, c'est toujours une bonne analgésie. Est-ce qu'il ne faut pas faire une comparaison avec le bloc du plexus lombaire où quand on injecte dans l'espace du psoas, on a un effet de réservoir et qui va permettre d'avoir une bonne analgésie? Est-ce que ce n'est pas ça la cible qu'on devrait avoir en définitive? À mon expérience, il ne marche pas toujours le bloc dans le muscle. Ça dépend peut-être un peu où dans le muscle il est, parce que le muscle là, il est tellement compliqué avec tous ces différents chefs et puis les fascies que c'est un peu aléatoire si ça marche ou bien si ça ne marche pas. Mais c'est vrai qu'il y a une diffusion, parce que si on regarde aussi en anatomie, le ligament costo-transverse supérieur, il n'est pas, c'est pas une plaque qui ferme l'espace paravertébral. Il y a encore le ramus dorsal qui sort, il y a des trous là, et puis c'est très bien possible que ça diffuse, mais après il faut aussi voir si ça diffuse un petit peu, est-ce qu'on arrive à avoir plusieurs niveaux. Et puis une autre question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que on a des fois un bloc qui est vraiment étendu, et puis des fois on a un bloc qui n'est pas bien étendu. Puis j'ai essayé de montrer sur cette coupe, je pense qu'il y a beaucoup de cas où la distribution crânio-caudale se fait au niveau épidural et puis pas au niveau paravertébral. Donc l'approche elle est intelligente, mais moi je pense que c'est un petit peu trop aléatoire, c'est pas assez sûr. Deux, trois commentaires. Pour la première chose, pour ce qui est des blocs intramusculaires, sont d'une manière générale, les blocs après paravertébraux sont très difficiles à tester, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 99 fois sur 100, l'essentiel de la solution d'anesthésique loco, dans un premier temps, est injecté par la TEI. Donc on a un bloc qui, au départ, fonctionne très bien, avec un cathéter qui, quand on a de l'expérience, au départ, est bien localisé. Et puis le problème, c'est que ce cathéter va bouger. Parce que l'une des caractéristiques du cathéter du bloc paravertébral, c'est qu'il est localisé sur le dos. Ce qui veut dire que, contrairement à tous les autres blocs, dès que le patient bouge sur son oreiller, sur son lit, sur la table, etc., ce cathéter va faire l'objet de cisaillements. Et c'est sans doute l'un des cathéters les plus difficiles à fixer correctement. Donc ce cathéter, le bolus est bien fait,
le cathéter au départ va fonctionner et c'est dans un deuxième temps. Alors est-ce que c'est à 2 heures, est-ce que c'est à 4 heures, est-ce que c'est à 10 heures qu'il va se délocaliser? C'est très difficile à savoir. Mais à un moment donné, ce cathéter a fonctionné de toute façon, vraisemblablement. La deuxième chose, c'est que compte tenu de cette mobilisation qui est très importante, il faut absolument insérer le cathéter de 4 cm au-delà de l'extrémité de la tuile, vu que par la suite, ce sont des cathéters qui littéralement font des S dans la masse musculaire. Et c'est pour ça que peut-être, mais ça il faut des études, les Piltech catheters offrent une solution. Mais il faut toujours avoir en tête ce problème de retrait du cathéter. Et alors ce sont des cathéters qui sont difficiles à placer, ça c'est autre chose, parce que comme on est tous périduralistes, on sait toujours qu'il y a un sus-épineux, un interépineux et un jaune, mais on a également une flopée de ligaments en paravertébral qui sont les intertransversaires, les laminotransversaires, etc., et les costotransverses, et qui font un véritable maillage à ce niveau-là, ce qui fait que ce sont des cathéters qui sont parfois difficiles à insérer. Mais de fait, les cathéters sont difficiles. Et alors, concernant les échecs des cathéters, comme tu disais, le sein est très très difficile parce qu'il y a les intercostaux, il y a l'intercostobrachial, on a des branches du plexus cervical superficiel, on a des branches du plexus, les longs thoraciques qui sont des branches du plexus brachial. Donc on a une innervation qui est extrêmement complexe et c'est un peu illusoire de vouloir tout bloquer avec un seul bloc. Pour rebondir sur ce que tu dis, nous on fait beaucoup de paravertébraux dans la chirurgie majeure du sein, type mastectomie. Donc j'ai bien entendu que si tu prends les données de la littérature, tu recommandes 5 injections étagées. Moi ça me pose un problème dans la pratique. Alors on a des gens du sud de la France qui sont certainement plus douillés que les gens du nord. On réalise les blocs paravertébraux en pré-anesthésie chez des gens qui sont éveillés. Et leur faire une ponction sous écho, on fait tous les blocs sous écho, c'est des fois un challenge en termes de tolérance. Et c'est vrai que pour un effet qui reste encore à être démontré sur le plan bénéfice clinique pour de l'analgésie, puisqu'on endort ces patients par la suite, je me vois mal leur proposer 5 ponctions étagées. Donc ça veut dire que dans ta pratique, si j'ai bien compris, tu fais ces blocs endormis. Oui. Mais c'est un peu historique aussi, parce quand on a été à la clinique universitaire, on faisait faire les blocs aux assistants. Et puis, on les faisait sur les patients après la chirurgie thoracique. Donc, on les faisait endormis après l'opération, quand ils avaient les drains. Après, ils pouvaient y aller, il n'y avait pas de souci. C'était un peu ça, pourquoi on le faisait. Maintenant, je le fais en préopératoire aussi, mais je le fais dans le patient endormi parce qu'on l'intube, après on tourne de toute façon sur le côté pour la chirurgie. Puis après, une fois qu'il est sur le côté, je le fais toujours en endormi. C'est peut-être une solution aussi pour la chirurgie mammaire. Je n'ai pas commencé en France de faire les blocs sur les patients endormis, mais je pense qu'on pourrait ouvrir un sujet qui remplirait aussi toute une séance. Mais moi, je vous proposerais de faire le bloc sur la patiente endormie. Et puis peut-être pas 5 niveaux, mais plus qu'un, 1, 2, 3 niveaux. D'après mon expérience, je ne sais pas comment voyez-vous le bloc paravertébral sur la patiente endormie. Moi, je le fais toujours en salle de pré-narcose. C'est une façon de travailler. Il y a juste une seule chose que je voudrais dire. C'est un papier qui est passé, qui vient de Manoj Karmakar, qui est très très intéressant. Parce que le problème d'analgésie après chirurgie du sein en post-opératoire immédiat n'est peut-être pas un problème toujours majeur. Ce sont des VS qui se tournent à 3, 4, quand bien même on ne se fatigue pas à faire un bloc. Par contre, Manoj Karmakar a très très bien montré, et c'est apparu également dans les 2 derniers papiers, aussi bien de Vincent Chan que celui de San Diego. Oh. On a non seulement un bénéfice sur les 24-48 heures qui suivent, mais surtout, et c'est beaucoup plus important à mon avis, c'est en termes de chronicisation de la douleur sur les 3 mois et les 6 mois qui surviennent, où on a des index de quality of life, c'est des NHS
c'est une flopée de questions. Quand on regarde l'activité de la patiente, ça veut dire est-elle capable de repasser, de prendre en charge ses enfants, etc., etc., etc. Ce sont des patientes qui vont un tout petit peu mieux et qui ont un peu moins de syndrome dépressif, chez des patientes qui, par ailleurs, vont devoir faire face à des chimios, à des radiothérapies. Donc on a vraiment ce petit quelque chose qui va leur apporter énormément, parce qu'elles vont pouvoir affronter tout le reste beaucoup mieux. C'est un papier de Karmakar dans Régional Anesthesia de septembre, je crois. Et c'est la raison d'être, à mon sens, de ces blocs. Oui, je voulais intervenir sur la réalisation du bloc paravertébral. Dans notre institution, on a remarqué que ce n'est pas tant la ponction elle-même qui fait mal, mais l'injection, parce qu'on déplace la plèvre et ça fait mal. Et on a résolu le problème en faisant, on les fait tous en préopératoire, en salle de réveil, mais en les réalisant avec du rémifentanil en dose titrée, avec une cible entre 1 et 2. Et c'est suffisant pour réaliser dans un confort tout à fait acceptable chez une patiente qui va être opérée d'une mastectomie. Avez-vous déjà observé une extension épidurale cervicale au cours d'un bloc paravertébral thoracique? Non. Alors, personnellement, cervicale, je n'ai pas eu, mais j'ai eu une spinale. Donc, c'est un petit peu aussi un problème. C'est le nerf intercostal, au niveau de l'espace paravertébral, il a un espace sous-arachnoïdien. Donc, théoriquement, c'est possible de percer la dure mère et d'injecter, et puis d'avoir une anesthésie spinale. Et j'ai eu un cas sur un patient, une douleur chronique, heureusement, parce qu'on avait juste fait un bloc de test, on avait injecté 3000 litres, mais elle a un niveau d'ici jusqu'en bas au pied. Donc c'est aussi une raison pourquoi on avait conseillé de prendre l'aiguille Tuoi pour faire ce bloc paravertébral, parce qu'avec l'aiguille Tuoi, la dure mère, elle est poussée loin théoriquement, elle est moins traumatique qu'une aiguille qu'on dit sharp needle. C'est aussi une raison, mais après, maintenant avec l'ultrason, c'est possible de voir la distribution d'anesthésie locale, et puis pour la chirurgie mammaire, pour faire 1 ou 2 injections, je ne prendrais pas une Tuoi, c'est quand même un trop gros calibre, mais il faut toujours bien être sûr. Et puis aussi quand je place un cathéter, au fait, depuis là, j'ai tellement du souci que quand j'ai placé le cathéter, je veux absolument voir la distribution de la solution avec l'ultrason. Si je ne vois pas la distribution, le cathéter peut toujours être en prévertébral, il ne doit pas forcément être en épidural, et puis il ne doit pas forcément non plus être en spinal. Mais je ne suis pas à l'aise quand je ne vois pas où est la distribution, et puis je préfère le replacer, ou bien si je n'ai pas le temps de le replacer comme ça, je ne le charge pas avec un gros bolus, je le charge avec des petits bolus pour être sûr qu'il y a rien. C'est un bloc central, hein, le bloc paravertébral. Il y a aussi, on n'a pas parlé de ça, mais encore l'artère spinale qui va dedans. Il faut être un petit peu méfiant avec ces blocs quand même, hein. Il ne faut pas y aller sans trop réfléchir. Il faut toujours être un peu conscient de tout ce qui pourrait arriver, puis d'être un petit peu sur la réserve. Thank you.